Abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud, première partie, chapitre 3. Le développement de la fonction sexuelle. Suivant l'opinion la plus généralement répandue, la sexualité humaine tend essentiellement à mettre en contact les organes génitaux de sexes différents. Les baisers, le fait de regarder, de toucher le corps du partenaire sont considérés comme des manifestations accessoires, des actes préparatoires. La tendance sexuelle est censée apparaître à la puberté, c'est-à-dire à l'époque de la maturité sexuelle, et être au service de la reproduction. Toutefois, certains faits connus depuis toujours n'entrent pas dans le cadre étroit d'une telle conception. 1. Chose étrange, certaines personnes n'éprouvent d'attirance que pour des individus de même sexe qu'elles et pour les organes génitaux de ceux-ci. 2. Fait également étrange, le plaisir ressenti par certains individus, tout en conservant un caractère totalement sexuel, n'émane pas des zones génitales, ou en néglige l'utilisation normale. Ces gens sont appelés des pervers. 3. Enfin, il est évident que certains enfants, considérés à cause de cela comme des dégénérés, s'intéressent très tôt à leurs organes génitaux, où l'on observe des signes d'excitation. On s'imagine le scandale et les oppositions suscitées par la psychanalyse lorsque, s'appuyant en partie sur ces trois faits jusqu'alors sous-estimés, elle vint contredire les idées populaires sur la sexualité. Voici les principaux résultats obtenus. A. La vie sexuelle ne commence pas à la puberté, mais se manifeste nettement très tôt, après la naissance. B. Il convient de désigner avec précision les concepts de sexuel et de génital. Le mot sexuel a un sens bien plus étendu et embrasse nombre d'activités sans rapport avec les organes génitaux. C. La vie sexuelle comprend la fonction qui consiste à obtenir du plaisir à partir de diverses zones du corps. Cette fonction sera mise après coup au service de la reproduction. Toutefois, les deux fonctions sont loin de coïncider toujours totalement. La première assertion, la plus inattendue de toutes, est aussi celle qui mérite de susciter le plus grand intérêt. Si l'on a dénié à certaines activités corporelles d'enfants très jeunes le qualificatif de sexuel, ce ne peut être que par l'effet d'un vieux préjugé. Les activités sont liées à des phénomènes psychiques que nous retrouvons, plus tard, dans la vie amoureuse des adultes, comme par exemple la fixation à un objet déterminé, la jalousie, etc. On constate également que ces phénomènes de la prime enfance évoluent selon une certaine loi. Ils s'intensifient de façon constante jusque vers la 5e année, époque où ils culminent pour ensuite cesser pendant un certain temps. À ce moment, la progression s'arrête et il y a oubli et rétrogradation de bien des choses. Après cette période dite de latence, la sexualité réapparaît à la puberté, nous pourrions dire qu'elle refleurit. Nous nous trouvons donc en présence d'une instauration diphasée de la vie sexuelle, phénomène qui n'est observable que chez l'homme et dont le rôle dans l'avènement à l'humanité doit être considérable. Les événements de cette période précoce de la sexualité sont tous, à de rares exceptions près, soumis à l'amnésie infantile, ce qui ne doit pas nous laisser indifférents. Cette conception, en effet, est en connexion avec nos idées sur l'étiologie des névroses et avec notre technique de traitement analytique.
Par ailleurs, l'étude des processus évolutifs au cours de l'enfance nous a aussi apporté des preuves à l'appui d'autres conclusions. Le premier organe qui se manifeste en tant que zone érogène et qui émette envers le psychisme une revendication libidinale est, dès la naissance, la bouche. Toute l'activité psychique est d'abord engencée pour procurer satisfaction aux besoins de cette zone. Il s'agit évidemment, en premier lieu, d'agir pour l'autoconservation au moyen de l'alimentation. Toutefois, gardons-nous de confondre physiologie et psychologie. Très tôt, l'enfant, en suçotant obstinément, montre qu'il existe là un besoin de satisfaction qui, bien qu'il tire son origine de l'alimentation et soit excité par elle, cherche son gain de plaisir indépendamment de celle-ci. De fait, ce besoin peut être et doit être qualifié de sexuel. Dès cette phase orale, avec l'apparition des premières dents, certaines tendances sadiques surgissent isolément. Elles sont bien plus marquées dans la deuxième phase, celle que nous appellerons sadique anale, parce qu'alors la satisfaction est recherchée dans l'agression et dans la fonction excrémentielle. Si nous nous arrogeons le droit de rapporter les tendances agressives à la libido, c'est parce que nous pensons que le sadisme est une union pulsionnelle entre des tendances purement libidinales et d'autres purement destructives, union qui, dès lors, persistera à jamais. La troisième phase, que nous qualifierons de phallique, prélude à l'état final de la vie sexuelle et ressemble déjà beaucoup à celle-ci. Il est remarquable que seuls les organes génitaux mâles, le phallus, jouent alors un rôle. Les organes génitaux féminins restent longtemps encore ignorés. L'enfant, lorsqu'il cherche à comprendre des phénomènes sexuels, adopte la vénérable théorie du cloaque, qui, au point de vue générique, trouve sa justification. C'est avec et pendant la phase phallique que la sexualité infantile atteint son point culminant et se rapproche de son déclin. Garçons et filles vont dès lors connaître un destin différent. Tous deux ont commencé par mettre leurs activités intellectuelles au service de l'investigation sexuelle. Tous deux ont adopté l'hypothèse de l'universalité du pénis. Mais maintenant, les voies suivies par les deux sexes vont diverger. Le petit garçon entre dans la phase oedipienne et se met à manipuler son pénis tout en se livrant à des fantasmes sexuels relatifs à une quelconque activité de son pénis à l'égard de sa mère. Puis, sous l'effet combiné de la menace de castration et de la constatation du manque de pénis de la femme, le petit garçon subit le plus grand traumatisme de sa vie qui inaugure la période de latence avec toutes ses conséquences. La petite fille, après de vaines tentatives pour rivaliser avec le garçon, reconnaît son manque de phallus, ou plutôt l'infériorité de son clitoris, ce qui a, sur la formation de son caractère, des ressentiments durables. Cette première déception sur la rivalité la fait souvent se détourner tout à fait de la vie sexuelle. Il serait faux de croire ces trois phases bien délimitées car elles peuvent se surajouter, se chevaucher ou se poursuivre parallèlement les unes aux autres. Dans les phases précoces, les diverses pulsions partielles agissent indépendamment en vue d'un gain en plaisir. Au cours de la phase phallique, apparaissent les débuts d'une organisation qui subordonne les autres tendances au primat des organes génitaux. C'est alors que la recherche générale du plaisir commence à s'intégrer à la fonction sexuelle. L'organisation ne se parachève qu'à la puberté, dans une quatrième phase, la phase génitale. Voici comment se passent alors les choses. 1. De nombreux investissements anciens de la libido persistent.
D'autres s'intègrent dans la fonction sexuelle pour constituer les actes auxiliaires ou préparatoires dont la satisfaction produit ce qu'on appelle le plaisir préliminaire. 3. D'autres tendances se trouvent éliminées, soit par la répression totale, refoulement, soit en étant utilisées de façon différente. Dans le moi, elles forment des traits de caractère ou subissent une sublimation avec déplacement de but. Ce processus ne se réalise pas toujours sans dommage. Les inhibitions qui se produisent au cours de ce développement se manifestent sous la forme de multiples troubles de la vie sexuelle. La libido demeure alors fixée aux états qui caractérisent les phases plus précoces du développement et l'on voit se produire ces tendances indépendantes du but normal qu'on appelle perversion. L'homosexualité manifeste offre un exemple d'une telle inhibition de développement. L'analyse montre qu'il existe partout et toujours un lien objectal homosexuel. Seulement, dans la plupart des cas, cette homosexualité demeure latente. Les processus qui aboutissent à l'instauration d'un état normal ne sont jamais totalement réalisés ni totalement absents. Ils ne se réalisent que partiellement, de sorte que l'issue dépend des rapports quantitatifs. On voit combien cet état de choses est complexe. Ainsi, l'organisation génitale s'établit bien, mais se voit privée de toutes les fractions de la libido qui n'y ont pas participé et sont demeurées fixées aux objets et aux buts prégénitaux. Ces affaiblissements se traduisent, dans les cas d'insatisfaction génitale ou de difficultés réelles, par une tendance de la libido à revenir aux investissements anciens prégénitaux, c'est-à-dire à régresser. En étudiant les fonctions sexuelles d'une première et préalable conviction, ou plus exactement un premier soupçon s'est imposé à notre esprit à propos de deux points dont l'importance dans l'ensemble de notre champ apparaît considérable. Premièrement, les phénomènes normaux ou anormaux observés, ce qui constitue la phénoménologie, exigent d'être décrits au point de vue dynamique et économique. Dans le cas qui nous occupe, nous devrons chercher à connaître la répartition quantitative de la libido. Ensuite, l'étiologie des troubles que nous étudierons se découvre dans l'histoire du développement de l'individu, c'est-à-dire dans l'enfance de celui-ci.